Aujourd'hui c'est mardi, vous êtes bien sur Radio Grenelle, je suis la voix du Dentrobat Doctor et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Fail de la semaine. Le vaccin ARN rend-il les femmes stériles ? Bon alors non, vous vous en doutez. Mais ça vaut le coup d'y revenir. Déjà, parce que le mythe de la stérilité féminine face à un problème a la vie dure. Alors que notre espèce est ainsi faite que, si un des sexes doit être touché par un événement extérieur affectant la fertilité, c'est avant tout l'homme. De fait, on estime que les pollutions diverses, air, alimentation, sol, etc., sont à l'origine d'une importante baisse de la qualité du sperme depuis plusieurs années. Tandis que la baisse de fertilité chez les femmes est liée au recul de l'âge de procréation. Donc, on se calme. Ensuite, parce que cette rumeur est, bien entendu, infondée. Les textes relayés par les posts affirmant cette hypothèse étant soit non scientifiques, soit des mises en garde contenant elles-mêmes des paragraphes expliquant à quel point cette hypothèse est hautement improbable. Donc, niveau source, que dalle. Enfin, parce que le principe même est quasiment impossible. En effet, la théorie surfe sur la ressemblance entre la protéine spike du virus et une protéine placentaire, arguant que en apprenant à notre corps à se défendre contre le virus, le vaccin va en réalité apprendre à celui des femmes à rejeter le placenta. Sauf que, si l'argument concernant la syncytine, la fameuse protéine placentaire, était vrai, chaque femme infectée par le virus serait par conséquent devenue stérile. Mais ce n'est pas le cas. Comme le dit si bien le docteur Beck-Sickinger de l'université de Leipzig. Un petit lien en description si vous voulez checker. Mieux encore, au cours de la surveillance des patients suite au test du vaccin de Pfizer, 23 patientes sont tombées enceintes. Et on attend toujours celui qui sera capable, à partir de ça, de nous sortir que, et du coup, le vaccin provoque des grossesses. Découverte de la semaine. Où en sommes-nous des variantes et des vaccins ? La découverte ces dernières semaines de plusieurs mutations particulièrement infectieuses fait craindre le pire. On va pas se le cacher, les variantes britanniques et sud-africaines sont sous très haute surveillance. En particulier cette dernière qui mute un peu trop sur sa protéine spike au goût des chercheurs. Que faut-il faire ? Vacciner massivement et vite. Plus les gens seront immunisés, moins le virus aura de réservoir d'hôtes pour faire sa tambouille génétique. C'est quoi le risque si on ne se vaccine pas ? Plus on traîne, plus ce qui risque de se produire est une pression de sélection sur les souches. À savoir que si des gens, mettons par exemple 40%, sont vaccinés mais d'autres pas, du coup 60%, le virus va être bloqué sur une partie de la population, mais va encore bénéficier de suffisamment d'hôtes pour se reproduire et muter. Et plus ces mutations lui permettront d'infecter également des autres vaccinés, plus il va devenir virulent et dominant. Car les souches de base seront bloquées par la vaccination, mais les souches mutantes auront le temps de proliférer sur les non-vaccinés, et pourront ensuite attaquer la niche écologique des vaccinés, qu'elles seront les seules à pouvoir contaminer. Il est question aujourd'hui de vacciner plus vite que le virus ne mute, de prendre la pression de sélection de vitesse. Contrairement à ce que veulent croire certains, et en France, ils sont nombreux, plus on va attendre, moins la vaccination va être bénéfique. Les souches mutantes commencent à se multiplier, il commence à y avoir urgence. Et on fait quoi si ça mute ? Si ça mute peu, le vaccin sera moins efficace mais marchera quand même. En tout cas, c'est ce que disent les essais préliminaires de Pfizer, lancés en urgence sur la variante sud-africaine. À prendre avec des pincettes donc. Il faudra donc s'attendre à une immunité, certes, mais moins bonne, avec plus de malades et des cas graves sporadiques. Et si ça mute beaucoup ? Eh ben, on sera reparti pour un tour et on devra faire un nouveau vaccin. Est-ce que vous la sentez, l'ironie du fait qu'on doive revacciner parce que des gens n'auront pas voulu du premier vaccin et que, s'ils ne veulent pas du deuxième vaccin à temps non plus, on sera encore reparti pour un tour. La bonne nouvelle, c'est que si les technologies ARN tiennent leurs promesses, ils pourraient être au point en très peu de temps. Seulement 6 semaines, affirme pour sa part BioNTech. La mauvaise nouvelle, c'est que, entre être au point et être distribué sur le marché, il y a des mois de tests incompressibles. Pour l'efficacité, pour la sécurité, etc. Et autant de morts pendant ce temps-là. Piste de la semaine. Balance bénéfice-risque. Se vacciner ou ne pas se vacciner ? Telle est la question. Si vous voulez pouvoir y répondre, selon le vaccin disponible et votre classe d'âge, il existe un site qui vous permet de calculer votre balance bénéfice-risque entre ce que vous risquez de l'épidémie et ce que vous risquez du vaccin. À utiliser sans modération.
Cellules souches. Des tests à petite échelle. On parle de seulement une vingtaine de patients, mais c'est intéressant à regarder quand même. Sur un traitement utilisant le sang de cordon. Le sang prélevé dans le cordon ombilical lors d'un accouchement. A montré des effets très positifs sur les patients graves. Les cellules souches contenues dans le sang seraient capables de régénérer les tissus pulmonaires endommagés et éviter ainsi le décès. Et possiblement les séquelles lourdes dues à la fibrose. Les résultats, s'ils sont spectaculaires, doivent toutefois être pris avec prudence, pour 2 raisons. La première, c'est le faible nombre de patients étudiés. La seconde, c'est la difficulté de gérer un traitement de ce type. Il doit être prélevé dès la naissance, stocké et transporté de manière très spécifique, puis appareillé pour éviter les rejets comme n'importe quel produit sanguin. À suivre donc. Impasse de la semaine. Stratégie vaccinale. La France est obligée de revoir sa copie. À la traîne comparée à ses voisins européens et menacée par la souche britannique, la France se voit contrainte d'accélérer sa vaccination à marche forcée. Et ce n'est pas simple dans le pays le plus anti-vax d'Occident. Toutefois, il faut souligner que la stratégie française, Vacciner en premier ceux qui sont les plus susceptibles de mourir. ne s'oppose pas à celle d'autres pays. Vacciner en premier ceux qui soignent ou ceux qui sont transmetteurs. Il y a à la fois des questions sanitaires, politiques, éthiques, et franchement, s'il y a bien un truc sur lequel les collègues et moi sommes d'accord, c'est qu'on ne voudrait pas être à la place de ceux qui prennent les décisions. Mauvaise nouvelle de la semaine. Variante. On savait qu'elle allait nous tomber dessus. La voici. La variante britannique a été détectée dans un cluster à Bagneux, en Île-de-France. Une autre alerte à son sujet en Bretagne a, elle, été levée. Alors où je vous parle, une forte suspicion existe aussi à Marseille, demandant d'être confirmée. Je dirais bien, Brace yourself. Winter is coming. mais on est déjà en janvier, ça perd un peu de sa superbe. Bonne nouvelle de la semaine. Franchement, là, on a cherché, on n'a pas trouvé. Je vous laisse en mettre en commentaire si jamais vous avez une idée. Qu'est-ce que putain de quoi? Bon, on va faire genre on est surpris, mais en fait, non. Vous vous souvenez du moment où le virus est apparu à Wuhan ? Vous vous souvenez du moment où on s'est demandé comment le virus avait fait pour passer de la chauve-souris Son espèce réservoir. à l'humain ? Vous vous souvenez du moment où on s'est dit que c'était le pangolin qui avait fait le lien, mais en fait on n'était pas trop sûr ? Vous vous souvenez, surtout, du moment où la communauté internationale s'est mise d'accord sur le fait que, si on voulait combattre efficacement ce virus, et préparer les suivants, Parce qu'il y en aura d'autres, hein. Vous faites pas d'illusions. il fallait vraiment enquêter et remonter précisément à la source du virus. Et ben tout ça, la Chine, elle s'en fout. Confrontée à une épidémie qui a fait des milliers de morts chez lui, qui a contraint des villes entières au confinement strict, qui menace de lui revenir dans la tronche avec la variante britannique, Avec déjà des dizaines de milliers de personnes de retour en quarantaine sur le territoire. Elles sont ravies. le pays berceau de la première pandémie du XXIe siècle, a simplement refusé leur visa à la plupart des enquêteurs de l'OMS, restreint les mouvements des 2 seuls qui ont pu arriver sur le sol, interdit qu'ils fassent des enquêtes complémentaires Mais vérifie seulement les travaux chinois déjà faits sur le sujet. et exigé de pouvoir coopter tous les candidats devant venir travailler sur ce sujet. Bon, je suis pas pour donner un avis politique, donc on va se contenter de la méthodologie. Le pays a puni les lanceurs d'alerte. Le premier à avoir tenté de prévenir de l'émergence du virus en est mort, à la fois de privation et faute de soins à temps. Aucun chiffre communiqué par les autorités n'était fiable, et il a fallu attendre que les pays frontaliers Comme la Corée du Sud. reçoivent la vague pour qu'on commence à avoir des données exploitables. En matière de réaction locale à une épidémie, la Chine a fait un boulot d'abord lamentable, Non, tu ne fais pas taire les gens qui détectent une maladie contagieuse grave. puis incroyablement efficace, mais difficile à transposer dans les autres pays du monde. Mais ça, à la limite, c'est notre problème, hein, pas le leur. En matière de réaction internationale et de collaboration avec les autres pays, elle a été en dessous de tout. Il n'y a aucune bonne raison pour laquelle elle bloque l'enquête de l'OMS, à part être obligée d'admettre Ce qu'elle tente habilement de nier depuis plusieurs mois. que l'épidémie est bel et bien partie de chez elle. Oui, parce que si elle avait des preuves que ça vient réellement d'ailleurs, de 1, l'OMS en a besoin, et de 2, la Chine aurait tout intérêt à les fournir. Mais ça, on s'en fout. Enfin,
On doit s'en foutre en tout cas. Nous, les Français, on est tellement nuls avec nos obligations vaccinales qu'on a réussi à réintroduire la rougeole dans un pays où elle avait disparu au XXIe siècle. Mais on n'a jamais essayé de prétendre que c'était les Anglais qui l'avaient fait. Et pourtant, nous et les Britanniques, c'est une longue histoire de Port-Nawak. On ne cherche pas un coupable en science. On cherche une cause. Le seul coupable qu'il peut y avoir, c'est celui qui fait obstruction à la science en situation de crise. Où le savoir devient une question de vie ou de mort. Et sur ce point-là, la communauté scientifique commence à en avoir très marre de l'attitude de certains. Point méthode de la semaine. Comment ne pas faire n'importe quoi avec les annonces de la recherche? Aujourd'hui, je voudrais essayer d'être un peu positif et de vous parler de ce que les gens font de bien. Au lieu d'être toujours à démonter des trucs, je voudrais vous montrer donc les bonnes méthodes de certains pour annoncer leurs résultats. Parlons de l'Institut Pasteur de Lille. Il y a quelques mois, l'Institut annonçait avoir de très bons résultats avec une molécule sur des essais in vitro un peu poussés. Sauf que des bons résultats in vitro, sur des trucs au final bidons, on en a eu plein. Ce qu'ils n'ont pas fait. Petit 1. Crier sur tous les toits qu'ils avaient un truc super, ancien et peu cher. Petit 2. Dire à tout le monde d'en prendre, et dire aux médecins d'en prescrire. Petit 3. Faire des publis pourris dans des journaux douteux. Ce qu'ils ont fait. Petit 1. Demander des fonds pour faire des essais plus poussés. Petit 2. Refuser de communiquer le nom de la molécule pour éviter une ruée dessus. Petit 3. Expliquer que oui, la molécule était ancienne et très peu coûteuse, mais il allait falloir un peu de temps avant d'être sûr. Du temps a passé, l'Institut a reçu des fonds pour continuer ses essais, notamment sur l'animal. Ils sont très contents de ces résultats. Ils les trouvent enthousiasmants et prometteurs. On monte donc en puissance. Ce qu'ils n'ont pas fait. Petit 1. Raconter partout qu'ils avaient un remède miracle avec des scores de guérison aberrants. Petit 2. Annoncer des résultats fragiles comme devant être appliqués tout de suite. Petit 3. Contourner toutes les règles méthodologiques parce qu'ils sont sûrs d'avoir raison. Ce qu'ils ont fait. Petit 1. Déposer une demande en règle pour commencer les tests sur l'humain. Petit 2. Annoncer une date raisonnable, fin avril, début mai, à condition que les études soient probantes pour lancer une diffusion. Petit 3. Planifier une étude dans les règles de l'art, en double aveugle contre placebo, pour être sûr des résultats qu'ils vont annoncer. Alors, peut-être qu'ils se plantent complètement. Peut-être que c'est un mirage de plus. Et toute la communauté scientifique aimerait vraiment que non. S'il te plaît, Papa Noël. Mais si c'est malheureusement le cas, les mecs auront été réglo jusqu'au bout. Pas d'emballement médiatique, Pas de vidéo YouTube. pas de « moi tout seul versus the world ». Et si, par bonheur, ils ont raison, ils l'auront prouvé avec des éléments factuels et solides, évitant sans doute des semaines de débats et permettant une rentrée rapide du traitement dans la panoplie de combat des toubibs. Et c'est important, aussi, d'expliquer pourquoi et comment les gens font des trucs bien. En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant, je rends l'antenne et on y retourne la semaine prochaine car l'épidémie ne se termine pas à l'heure du couvre-feu. En attendant, prenez soin de vous et des chercheurs qui bossent dur et autant que possible, restez chez vous. Bisous.